cool, j'ai l'idée, mais le vin, je connais pas du tout cet univers. Il n'y a personne chez moi qui vient du vin, je connais rien. Donc à ce moment-là, il me faut un expert. Je me retrouve en face de plein de sommeliers avec qui je sais pas trop parler, qui comprennent pas mon projet, ils y croient pas du tout. On était un tout petit peu trop en avance dans ce business de l'abonnement, ça n'existait pas du tout. Personne nous aidait. Je lui explique le projet. Au bout de 20 minutes, il me dit « Martin, c'est mortel, on y va ». Il y avait un site qui n'existe plus, qui s'appelait Foodzy, qui était un de mes sites préférés. C'était un des premiers sites qui faisait l'abonnement un peu nouvelle génération comme on connaît aujourd'hui, donc qui envoie un produit tous les mois à une communauté qui a souscrit et qui sélectionne le produit et parle aussi beaucoup du produit. Donc tu te retrouvais avec une petite cagette, avec que des trucs faits par une petite meuf au fin fond des USA qui t'avait fait ses cookies avec sa méga recette. Tu recevais le produit et tu recevais aussi l'histoire de cette meuf. Et en fait, tu le manges, tu lis l'histoire, tu te dis mais mortel, elle me touche trop cette histoire, la meuf est ouf, elle a fait une recette qui datait de 100 ans de famille, donc forcément, c'est beaucoup plus facile de l'aimer. Donc combiner un peu ces deux, ça donne le MVP du petit ballon, qui était mon idée d'envoyer des bouteilles de ouf à des gens qui ont souscrit à un abonnement, avec de la personnalisation dans le choix des bouteilles, avec du contenu, donc raconter qui sont les producteurs derrière les bouteilles. Au fond, on a tous des produits très bons dans la bouche, à boire ou à manger, etc. Mais on n'a jamais l'histoire derrière. Et ça va changer. Qu'est-ce qui t'a amené au business du vin? Pourquoi? Le vin, c'était quelque chose de très compliqué. La boîte, elle a 10 ans, donc j'avais 27 ans. J'ai toujours adoré ça, adoré l'apéro. L'apéro, c'est vraiment mon moment phare depuis toujours. Et je me suis dit qu'à 27 ans, il faut commencer à mieux choisir un peu ces alcools et particulièrement ces vins. À chaque fois que j'achetais un vin, je me suis dit, que tu sois dans un rayon de supermarché ou que tu ailles au resto ou que tu ailles même chez le caviste, le moment du choix de vin, il est très très difficile. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'à l'ère actuelle, avec tout ce qu'on a, on ne puisse pas définir un peu une sorte de profil œnologique, de faire en sorte de simplifier le choix du vin et faire en sorte que les gens choisissent un vin qu'ils vont aimer. Et donc c'est ça qu'on a décidé de craquer avec le petit ballon. Ensuite, je me dis, cool, j'ai l'idée, je peux monter cette boîte tout seul, mais le vin, je connais pas du tout cet univers. Il n'y a personne chez moi qui vient du vin, je connais rien. Je sais même pas si on appelle directement le vigneron, s'il faut appeler un agent. Et au fond, je sais pas comment choisir. On va m'envoyer 100 bouteilles, je vais les boire, moi je vais tout trouver bon. Donc j'avais aucune crédibilité aussi à revendre le fait de sélectionner. Donc à ce moment-là, il me faut un expert en vin. Et toujours pareil, je sais pas qui sont les experts en vin. Est-ce que je dois chercher un sommelier? Sommelier, c'était le nom que je connaissais. Est-ce que je dois chercher un œnologue? Et donc je me retrouve à mon premier problème qui est, j'ai l'idée et j'ai pas ma caution. Celui qui va m'accompagner dans toute la partie vin. Et dans la partie vin, il y a tellement de spécificités qu'il me faut un professionnel. Et donc je cherche. Je vais voir des œnologues. Ils sont pas là pour le plaisir, ils te créent un vin. Et finalement, je me rends compte que c'est pas ces gens qu'il me faut. Celui qui sait te faire envie d'avoir du vin, c'est le sommelier. Il y a un côté, il faut qu'on parle un peu, et bim, je sais exactement le vin qu'il te faut, et je vais pouvoir te guider. Et on est tous perdus devant le vin. Donc je me dis, cool, c'est un sommelier. Et une fois que tu sais ça, c'est pas le problème. Tu l'as pas encore réglé parce qu'il y a beaucoup de sommeliers de tout niveau, de tout âge, de tout sexe. Donc je me retrouve en face de plein de sommeliers avec qui je sais pas trop parler, qui comprennent pas mon projet, ils y croient pas du tout. C'est quoi la partie qu'ils y croient pas? Le vin en ligne. Le vin en ligne, ça a toujours été compliqué. Ouais, surtout il y a 9 ans. Ouais, 2011. Et donc personne n'y croit. Je me dis, putain, l'enfer. Je l'aimais bien mon projet, je voulais pas le quitter. Et par une chance inouïe, un mec avec qui je travaillais dans un incubateur me dit, écoute, moi mon projet était avec un sommelier de ouf, vient de se planter. Et donc, il est en gros sur le marché, déjeune avec lui. Moi, je croyais plus, j'y vais en pleurant, je sais que mon projet était mort. Je vois ce mec qui sortait du métro, je me dis, si c'est lui, je le prends direct.
On va s'asseoir au café. Bien évidemment, on va boire du vin. On a bu des litres et des litres de vin, donc je le trouve aussi sympa. Pas du tout dans la retenue. Mais là, tu cherches un associé ou tu Ouais, cherches... là, je sais pas. En tout cas, j'ai besoin d'une crédibilité. Ok. Je lui explique le projet. Au bout de 20 minutes, il me dit « Martin, c'est mortel, on y va. » Je dis arrête, tous tes potes m'ont dit non, mais toi, tu dis oui. Il me dit « J'adore ça, file-moi des parts, on s'associe et on y va. » En 2 minutes, c'était parti. Le lendemain, il bossait. Le lendemain, il appelait tous les vignerons qu'il connaissait. Donc lui, il t'apportait à la fois la crédibilité Ouais. et aussi la partie vraiment, entre guillemets, technique. Quelle bouteille de vin on va choisir et comment on va les mettre en avant sur le site. Exactement. Donc la crédibilité envers le consommateur final, celui qui va s'abonner, il dit attends, je vais m'abonner au petit ballon. Ok, mais qui est-ce qui est... Ouais, c'est rassurant de savoir que tu as un pro bien qui sûr. va choisir. C'est l'ancien sommelier du Ritz. Et après, pareil au niveau des professionnels du vin. Moi, quand je commençais à les appeler, ils disaient ton projet il n'existe pas. On a vendu, je pense, 100 abonnements en peut-être 48 heures. Et tu penses que ce qui a fait que ça marchait, c'était quoi? Tu avais une promesse particulière? Qu'est-ce qui fait que Découvrez les vins que vous aimez. Et c'est toujours notre promesse. Donc tu reçois 2 bouteilles, beaucoup de contenu sur ces bouteilles, sur les vignerons, comment on a choisi les bouteilles, pourquoi on a choisi ces bouteilles, etc. Beaucoup de choses pour toi connaître ton profil. On va te dire, si t'aimes ce vin, bah, c'est que t'aimes les vins comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on va te donner plein d'astuces pour que tu puisses ensuite, toi, te servir de ce que tu as appris dans le petit ballon pour choisir ton vin au resto, chez le caviste, savoir ce qu'il faut lui dire, au supermarché, savoir où chercher, etc. Et donc, c'est ça notre truc, c'est qu'on veut vraiment simplifier la découverte du vin. Ce serait quoi les 1, 2, 3 conseils vraiment qui ont eu le plus de valeur pour toi dans un business à abonnement? Le conseil numéro 1, mais c'est hors abonnement, c'est un conseil plus entrepreneurial. Si tu y crois, il faut y aller à fond. Et ne pas lâcher au moindre petit obstacle. Parce que les obstacles, nous, on en a eu et on en a encore au bout de 10 ans. C'est quand même le quotidien de l'entrepreneur. Et nous aussi, on s'était arrêté quand il fallait trouver un sommelier, quand il fallait trouver des vignerons. Donc à chaque étape, on a eu des vrais problèmes parce qu'on était un tout petit peu trop en avance dans ce business de l'abonnement. L'abonnement, ça n'existait pas du tout. Il y a 10 ans, on n'avait aucun moyen de paiement bancaire en ligne qui permettait de faire de l'abonnement. Personne ne nous aidait. Il n'y avait rien qui était fait pour l'abonnement, aucun module qui nous aidait. On devait tout développer nous-mêmes. Tu parlais de l'entrepreneuriat, il est confronté perpétuellement aux obstacles. Tu les vis comment à ce moment-là? Émotionnellement, à l'intérieur de toi, il se passe quoi en fait? J'adore quand c'est difficile. Parce qu'après, le succès est encore plus cool. C'était hyper aventurier. L'abonnement, ça n'existait pas. En gros, il fallait revoir ce système. On avait un champ libre, mais plein d'embûches. J'avais pas d'enfants, j'avais pas de femme, j'avais aucune charge à part mon loyer. J'avais aussi une toute petite sécurité qui était des parents hyper compréhensifs, prêts à m'accueillir chez eux. Et aussi, j'adore ce côté, il fallait tout défricher. T'as des doutes des fois d'y arriver? Tout le temps. Et Tout le temps. Tu les gères comment à ce moment-là? Je crois vraiment en mon truc. Et à chaque fois que j'ai des doutes, en gros, on faisait venir les clients chez nous. Donc les premiers bureaux du Petit Ballon, c'est chez moi. Ça fait rien en mètre carré, mais il y a une grande cuisine, une grande table et plein de bouteilles. Tous les vendredis, je disais aux clients, il y en avait très peu, vous venez quand vous voulez entre midi et 8 heures. Je vous sers tous les coups que vous voulez, mais en revanche, on échange. Vous me dites les points positifs, vous me dites les points négatifs. Est-ce que ce vin est bon? Est-ce que ce vin est pas bon? Il y a Jean-Michel, le sommelier, qui venait. On passait des heures et des heures et des heures à rencontrer ces gens, des clients. Et je pense qu'il y avait entre 20 et 50 personnes au tout début. Et après, on est resté longtemps. Il y a eu jusqu'à beaucoup trop de gens qui venaient à la maison. Mais c'était très sympa. Maintenant, on est vraiment dans toute la France. On peut plus faire ça. Donc, on a créé les ambassadeurs du Petit Ballon. Et nous, on les aide à recréer leur événement. Recréer aussi ce lien. Donnez-nous la date. Si on peut être là, on est là. Jean-Michel, franchement, il a pris des trains dans toute la France pour aller à ces événements. Quand il y avait 10 personnes ou 35, tu vois, il s'en fout. Il est juste là pour donner du bonheur. Je crois que c'est la meilleure secret sauce un peu du Petit Ballon. C'est qu'on aime vraiment nos clients. C'est une vraie famille et à qui on veut donner beaucoup. Bah, ça se sent en tout cas. Dès que j'ai pas confiance, je me dis ok, moi j'y crois grave à mon idée. On m'a dit que c'était pas possible. Au fond, je m'en fous. C'est juste un petit warning. Ce warning, il me dit va juste le valider avec des clients en direct. Et donc, chaque warning, je me dis, OK, je le prends. Il a peut-être raison, il a peut-être tort. En tout cas, il faut que je valide un peu le truc. J'en parlais aux clients, j'en parlais à des gens plus experts que moi qui me disaient, non, il y a une solution, elle est comme ça, ou j'adore le produit. C'est toujours confronté à la réalité. Jamais sous-estimer ce que te dit quelqu'un, jamais le surestimer non plus, prendre l'information et aller la tester au marché. Ok, donc ça nous en ferait deux. La numéro 1 un peu générale, d'être à l'aise avec les obstacles et pas s'arrêter. Ouais, grave. La deuxième qui est, je prends
les problèmes, entre guillemets, comme un warning, comme un feedback. Je les exagère pas dans leur valeur, je les minimise pas non plus et je les teste au contact de personnes qui peuvent avoir l'info. Donc si c'est le produit, c'est les clients. Si c'est les banques, je peux aller voir des personnes qui ont une expertise là-dessus. Ce serait quoi du coup un troisième conseil vraiment dédié, abonnement, subscription? Le business model pur de l'abonnement, il est hyper confortable pour un entrepreneur. Parce que tu te dis, tu commences sur un produit où tu n'as pas forcément beaucoup de stock. Et ton business d'abonnement, il peut être dans le produit, mais il peut être un business d'abonnement SaaS où tu fais un outil sur Internet et tu le revends à des gens. Ce business d'abonnement, tu es à peu près sûr que si tu fais pas un produit trop merdique, les gens, ils vont rester. Donc plus tu penses en client, plus tu mets de l'amour dans tes produits. Donc c'est peut-être ça mon conseil, c'est mettre tout ce qu'on peut dans le produit, comme si nous-mêmes on était clients et qu'on reçoit ce truc et qu'on se dit, ça déchire. Et dans ce cas-là, tu te retrouves avec un produit dont tu es fier de présenter. Tu te dis que tes clients vont être contents. Et si tes clients sont contents, c'est des gens qui vont rester. Et donc, tous les mois, moi, je suis allé te chercher une fois en client. Et si je te fais plaisir, j'ai pas à aller te chercher. Tu restes abonné. Et donc, c'est vachement plus facile côté entrepreneurial. Tout le focus est sur les clients que tu as déjà et tu es moins obsédé. Un hôtel qui verrait que des nouveaux clients, il est tout le temps sur de l'acquisition. Là, toi, tu veux chouchouter ceux que tu as. Bien sûr, nous, notre principal objectif, c'est de fidéliser les clients. Déjà, le vin, c'est pas un truc que tu bois seul. Tu vas appeler des potes, tu vas boire le vin, tu vas parler du petit ballon. Et les deux, ils vont dire, en fait, l'idée est cool et donc ils se réabonnent. En fidélisant, on fait de l'acquisition de clients. Est-ce que plus je suis fidèle, plus j'obtiens quelque chose? On a une boîte qui a 10 ans, on croit qu'on a une boîte très mûre, qui a réfléchi à tout, qui a mis tout en place. En fait, on est toujours un peu en construction et tu vois, ça c'est ce qu'on appelle le programme de fidélité. On est en train de le mettre en place maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, si je me désabonne et que je reviens, je perds rien. Ouais, ça va changer. Je crois que tu as eu comme investisseur, ou comme, je ne sais pas quel terme tu prends, Jacques-Antoine Grandjean. Tout à fait. Est-ce que c'est des discussions que tu as eues avec lui sur ces questions-là? Non, les investisseurs qu'on a, ils nous aident dans les grandes lignes. Ils ont testé le produit, voilà mon retour d'expérience, essayez de creuser un peu plus ce truc-là. C'est plutôt des grandes lignes qui nous font travailler, qui nous font réfléchir. On a eu des business angels au tout début, dont Marc Ménazé, là, que j'adore. Si quelqu'un passe beaucoup de temps, bien évidemment, tu peux aller beaucoup plus dans le détail. Mais avec Jacques-Antoine Grandjean, il a quand même d'autres trucs à gérer que le petit ballon. Et donc, j'ai pas la chance aujourd'hui de l'avoir tous les jours à côté de moi. J'ai des gens que je connais ou des amis autour de moi, ils sont très à l'aise pour demander de l'aide. Ils le font d'une manière où la personne à qui ils demandent de l'aide, elle est vraiment contente de le faire. Et moi, je sais que je peux avoir des fois cette peur de j'ai pas envie. Justement, tu parles de quelqu'un comme Jacques-Antoine Grandjean qui a plein de choses à faire, qui a plein de priorités. Je pourrais me dire, non, je vais pas le déranger. Et du coup, presque vouloir trop peu en prendre. Ouais. Comment, toi, tu es à l'aise avec cette dimension-là? Ma femme, elle monte un magazine en ligne aujourd'hui et je lui dis, mais ce que tu dois faire, c'est contacter tous les gens dont tu rêves de contacter, qui peuvent soit t'aider pour ton magazine, soit faire partie du magazine, etc. Elle prend son ordi, elle va sur LinkedIn et des gens qu'elle ne connaît pas, elle les contacte, elle a peur, et je la comprends. Au début, ça fait un peu peur. Et en fait, tu te dis, qu'est-ce que tu perds? Et ça, je dirais que c'est la première étape. Ouais. Cette étape-là, on va dire, dans mon cas, elle est facile. Ouais. Je pense que l'endroit où moi, je vais plus avoir un dilemme, c'est quand la relation elle est déjà créée. Ouais, pour moi, c'est encore plus facile, ça. De trouver à quel moment tu t'arrêtes, en fait. Ouais, bien sûr. Moi, je trouve que les gens te le disent. Il faut le faire un peu avec finesse. Tu te dis que tout le monde, en fait, Jacques-Antoine Grandjean qui gère un business à plusieurs milliards, ou quelqu'un qui est salarié, qui bosse des heures et des heures dans son truc, mais qui rentre chez lui, il gère peut-être 2 ou 3 enfants. Ça veut dire que de toute façon, lui, c'est 24 heures. Elles sont prises autant que Jacques-Antoine Grandjean. Moi, je trouve que tout le monde, de toute façon, est bien occupé. Il y a des gens qui sont là. L'entrepreneur, comme Jacques-Antoine Grandjean, il sait, il est passé par toutes les galères aussi. Il va se dire, attends, le mec, il monte une boîte, je vais lui filer un coup de main avec le temps que j'ai. Au début, on contactait tout le monde et franchement, on a eu des réponses de gens de ouf, trop sympas, que je remercie toujours aujourd'hui. C'est des gens, s'ils te répondent, c'est qu'ils ont envie de t'aider. Et en plus, ils vont te donner du temps, plutôt intelligemment. Il faut être précis. Plus la personne, je pense, est grosse dans l'entrepreneuriat, je dirais, ou a une grosse boîte, plus mes questions sont précises. Quand je vais voir Jacques-Antoine Grandjean, c'est avec une question pas ouverte, mais pas aussi fermée non plus que ou pas aussi spécifique que la rétention. Mais c'est dans mon business, je lui dis aujourd'hui j'ai une croissance de 10, 20, 30% sur cette ligne-là. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour aider les vignerons? Tu essaies de lui envoyer la question un peu avant pour qu'il puisse quand même y réfléchir. Et après, tu parles. Et souvent, c'est des gens bien assez malins pour te dire sa question était un peu pourrie, mais moi j'ai mon idée et ils t'aident aussi à trouver une autre démarche et à t'amener sur un terrain
qui est un peu différent et qui va vraiment t'aider. Il faut surtout toujours remercier les gens que tu es allé voir qui t'ont donné du temps. À chaque fois, tu leur envoies un petit mail, un texto, tout ce que tu as. Mais ça, il y a trop de gens qui le font pas et ça m'agace. Genre, merci de m'avoir donné du temps, Jacques-Antoine. Ou que ce soit n'importe qui, il faut remercier. Ça, c'est trop important. Juste après, juste un petit message tout con. Et ensuite, tenir au courant. Si tu as aidé à travailler sur un projet et que tu as monté ce projet, ne pas oublier de lui dire tiens, merci, j'ai monté ce truc, tiens, va jeter un coup d'œil. Et à ce moment-là, le mec se sent encore plus concerné et il t'aide en fait encore plus. Et donc, tu as fait un truc assez précis, tu lui as pas pris trop de temps, mais tu as créé une relation aussi un tout petit peu plus longue durée et ça, c'est sans prix. c'est clair. J'ai vu sur ton LinkedIn, c'était marqué Skilled in Digital Strategy, Marketing Strategy. Est-ce que tu considères que justement tu as une expérience là-dedans? Ah oui, parce que ça fait 10 ans que je fais que ça. C'est quoi ta mission en tant que CEO aujourd'hui? Moi, je suis créatif. C'est ma mission de vie. Rajouter un peu de la folie dans les trucs. Tu vois, j'étais musicien avant. J'ai fait que des trucs qui C'est émotionnel. Ouais, j'adore ça. Et quand je me mets à la place du client, tu vois, moi, je suis là comme Disney. J'avais vu son film que je trouvais cool. Tu vois, ce qu'il veut, c'est faire kiffer celui qui est derrière. Moi, ma mission, c'est ça. Soit tu vas comme un bourrin, soit tu mets en place toute ta créativité pour faire en sorte que justement, on revient sur des sujets avec le prix le plus bas possible. Tu puisses aussi leur offrir une expérience de ouf. On a une équipe, le comité de direction. Et ça, c'est hyper important. De s'entourer au maximum et très vite de gens, soit en interne, si l'équipe est assez solide, ou en externe, de faire venir des gens. On a tous plein de potes qui sont beaucoup plus experts que nous dans plein de sujets. Moi, je pense que je suis très moyen en tout, par exemple, depuis toujours. C'est ma force, mais ça peut être aussi une énorme faiblesse. Mais donc, je me dis, il y a quelqu'un, je suis sûr, dans mon entourage, qui est trop fort. On faisait des grandes tablées. Et on disait, voilà, l'idée du petit ballon, c'est ça. On va prendre sur un sujet spécifique, je sais pas, la logistique, un expert logistique. Mais tu parles de manière rémunérée ou tu... Pas du tout, non, Autour du vin. c'est des potes. Si c'est pas un pote, c'est une vague connaissance, c'est pareil. Franchement, moi, il y a des gens que je connaissais pas trop qui sont venus, mais de potes, un truc comme ça. Ils sont très contents d'aider. Ils sont très contents de prendre du temps. Ils sont très contents de te prendre de l'information. Et après, à toi de lui faire un petit cadeau, il repart avec des bouteilles. Oui, ils sont venus, ils t'ont aidé, et toi tu trouves une manière de... Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont passé, qui nous ont donné du temps, hyper gentiment. Et qui nous ont aidés dans tout. On a eu des experts marketing, on a eu des experts logistiques, on a eu des experts de la finance, de la banque. En fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi une grande famille. Et je pense qu'on doit tous aider les autres, les petits projets, les gros projets. On a tous quelque chose à apporter. Il y en a qui se sentent valorisés aussi que tu les appelles et ils t'expliquent son métier. Et en fait, tu comprends 10 fois plus de choses. Donc, ne pas hésiter à solliciter son carnet d'adresses, même un tout petit peu éloigné, pour faire grandir le projet ou pour tester des idées. Est-ce que tu as des enfants aujourd'hui? Ouais, j'ai une fille. T'as une fille. Ouais, que j'aime trop. Elle a quel âge? Elle a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Une petite Romy, ma biche. Ma biche. Et bah tiens, imaginons que dans 20 ans ou dans 18 ans, elle n'a de toi que cette vidéo pour se construire la vie qui l'inspire. T'aimerais lui dire quoi? Moi, ce que j'aime, c'est faire que ce que je veux. J'adore ça. Je veux que ma vie, elle soit cool. Je veux que mes journées, elles soient cool. Je veux pouvoir me coucher le soir en me disant « Waouh, encore une journée de ouf ». Pour moi, ça passe par une énorme liberté et beaucoup de créativité aussi. Qu'elle réfléchisse sur plein de sujets, que ce soit artistique, que ce soit entrepreneurial. Quand je joue de la guitare ou du piano, c'est mon moment aussi de ouf de la journée, tu vois. Donc, si elle m'écoute, si elle aime plus que ça, ouais, je dirais qu'elle kiffe. Je veux qu'elle se couche ce soir en se disant « Ma journée, elle était trop cool. J'ai vu les gens que je voulais. J'ai pris le temps que je voulais pour faire les trucs que j'aime. » C'est mon rêve qu'elle ait cette vie. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.